Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres que j'ai intitulés logiquement « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui ont la même passion que moi. Bonjour Alexandre, dit d'Artagnan. Bonjour Benjamin. Alors oui, un petit sourire. Pourquoi dit d'Artagnan ? Dit d'Artagnan parce que c'est un peu comme ça qu'on connaît un peu plus dans les tribunes. Donc c'est les surnoms, tu connais très bien tous les surnoms qui se passent dans les virages. Donc l'époque de la grande époque, tout le monde avait son petit surnom. Donc voilà, d'Artagnan, c'est celui qui m'est resté. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'en fait pour tout vous dire, on va vous donner un peu le making of de ce podcast. Alors qu'il est, on est en train d'attendre la billetterie pour le déplacement à Arsenal. Voilà, donc on est un peu tendu parce qu'en fait les billets peuvent tomber sur le site du PSG d'une seconde, d'une minute à l'autre, on ne sait pas quand et on aura quelques secondes pour pouvoir acheter ces billets, donc c'est assez tendu, hein Alexandre ? Exactement, donc on est en plein dans le stress habituel des déplacements du PSG que pas mal de gens vont connaître. On va essayer d'être au taquet, hein. Je suis sur ma boîte mail, on est au taquet. Donc bon, ouais, en plus c'est un petit déplacement, donc ça va, c'est pas... Oh, c'est juste une demi-finale de Ligue des Champions. Ouais, ça va, il y en a tous les ans maintenant. Oui, bah c'est la 4e en 6 ans. Pas la 4e qu'on va faire, mais c'est la 4e en 6 ans. Qu'on va faire au stade, pardon. Ouais, la 2e au stade, ouais. Mais voilà, donc on vous dira peut-être d'ici la fin du podcast si on a eu les places. Et ce podcast, de toute façon, sera diffusé après ce match aller à Londres. Alexandre, peux-tu te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es déjà ? Ouais, bah écoute, moi je suis Alexandre, j'ai 42 ans, 2 enfants. Voilà, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis un petit bout de temps maintenant. Un peu comme toi, on est un peu de la même génération, hein, même du même mois. Alors justement, tu n'es pas né n'importe quel jour dans l'histoire du football français. Et on a 5 jours d'écart, mais toi, tu es né 5 jours après moi. Exactement, donc tu es mon aîné. Hein. Moi, je suis né le 8 juillet 82, donc c'est le jour magnifique de France RFA. Je suis même né pendant le match. Donc, carrément. Dès ma naissance, ouais. À quel score ? Quel score ? Bah, tu sais, les naissances, ça met un peu de temps. Hein. Je suis pas sorti en 30 secondes non plus. La France était qualifiée, éliminée, on sait pas encore. Non, je pense que je suis sorti juste après le coup de sifflet final. Mais bon, le travail devait être pendant, quoi. Donc voilà, j'ai déjà, même pas né, j'avais déjà pourri la vie de mon père qui essayait de suivre le match en même temps. Oui, alors pour ceux, hein, peut-être les plus jeunes d'entre nous, France RFA, 8 juillet 1982, c'est le fameux match à Séville où la France menait au score et où a été éliminée donc de la Coupe du Monde avec un gardien allemand qui s'appelait Battiston, qui était pas très très sympa avec les attaquants français. Le gardien s'appelait pas Battiston. Battiston, pardon. Schumacher qui justement a défoncé Battiston. Oui, voilà, Battiston a laissé quelques dents dans l'histoire. Ça ressemble un petit peu à la remontada dont on parlera peut-être. C'est un match où l'arbitrage a joué son petit rôle et voilà, la France gagnait. Enfin, c'est un peu comme un peu aussi comme le match de Lyon qui a eu il y a pas longtemps contre Manchester. Donc ils menaient 3-1 en prolongation. Tu crois que t'es arrivé et puis bon, bah finalement pas tant que ça. C'est la beauté, l'irrationalité du football. Ouais, donc ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu ce stade lors de Séville PSG là. Donc du coup, je me suis retrouvé là, je me suis dit c'était un petit moment d'histoire. Bon, c'était il y a un bout de temps maintenant, mais ouais. Donc déjà, j'étais déjà dans le foot. Alors justement, tu as parlé de ton papa. Du coup, c'est lui qui t'a transmis la passion du football ? Ouais, du football et du sport en général, parce que lui, il aimait beaucoup, regarder surtout à la télé, tout ce qui est tous les JO. Je me rappelle très bien des JO 92. Je me rappelle des coupes du monde 86, 90. 94, etc. Et puis il aimait bien le PSG, mais il aimait bien aussi, tu sais, toutes les équipes françaises. Donc on suivait un peu les coupes d'Europe de toutes les équipes. On sait surtout à la télé. Mais oui, lui, il jouait au foot. Il était gardien de but. Et donc j'allais le voir le week-end aussi. Dans son stade en petite. Et il a joué plusieurs fois contre le Paris Saint-Germain parce que c'était dans les Yvelines. Hein, donc moi je suis né à Saint-Germain. Donc Saint-Germain-en-Laye, d'accord. Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, le 8 juillet 1982. Niveau Exactement. Football, on est pas mal. Ouais, voilà. Et donc du coup, je supporte le club de ma ville, quoi. Mais la plupart des gens c'est pour Paris, mais moi je supporte Saint-Germain parce que effectivement. Le stade Saint-Germanois. Stade Saint-Germanois. 1905 ou quelque chose comme ça. 1904. Et donc, t'es allé au camp des loges Oui, alors j'allais au camp des loges. Moi, j'étais mon lycée, collège, lycée, etc. était
vraiment pas loin. Donc j'étais à quoi? J'étais à une demi-heure en vélo. Il fallait monter la côte de Saint-Germain et puis j'allais très souvent au camp des loges, un peu comme toi. On a dû se croiser pas mal de fois sans se connaître. C'était un petit peu aux mêmes époques, les époques Simonet, la fin des années rail, et puis toutes les années un peu étranges qu'il y a eu après, hein, les années Benarbia, Laurent Robert, Talal El Karkouri. Talal El Karkouri, le fameux spécialiste des coups francs. Oui, entre autres. Est-ce que toi, t'as joué au football, du coup? Ouais, alors j'ai joué au football 4 ou 5 ans, mais ça m'a pas vraiment plu. C'est-à-dire que j'étais pas très bon, déjà d'une, ce qui n'aide pas. Et puis aussi, il y avait une mentalité un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a les gamins à 7, 8, 9, 10 ans, ils voulaient... surtout, il y en a beaucoup qui voulaient devenir pro ou des choses comme ça. Enfin, c'était déjà une mentalité un peu particulière, alors que moi, je venais juste pour m'amuser. Ce que tu fais quand t'es mauvais, donc tu viens pour t'amuser. Et ceux qui étaient bons, évidemment, ils venaient plus pour essayer de gravir les étapes. En plus, il y avait le grand club juste à côté, à Saint-Germain, et donc ils essayaient tous un peu de briller. Donc moi, j'ai arrêté quand même le foot assez rapidement. Et puis après j'ai essayé divers sports, je me suis mis au rugby, après j'ai joué 7 ans au rugby, donc l'ambiance était un peu plus détendue, donc ça m'a plus plu, mais je suis toujours resté dans le foot quand même, à regarder les matchs, à suivre. Tu joues au rugby au camp des loges? Non, je joue au rugby à Montesson. D'accord. Juste à côté. Alors Saint-Germain, ok, et le Parc des Princes, c'est arrivé comment? Alors le Parc des Princes, c'est arrivé en août 91, mon premier match, donc mon père m'a emmené... voir un PSG Monaco, c'était le premier match de Valdo. Donc il y avait Georges Weah, il y avait Emmanuel Petit pour Monaco. Weah était encore à Monaco. Il y avait, je sais plus, il y avait pas mal de joueurs assez incroyables pour l'époque. Je me rappelle plus de la compo, je t'avoue, mais je me rappelle du score 2-0 et je me rappelle d'avoir vu aucun but parce qu'à chaque fois qu'il y avait une action, j'étais en tribune A, donc juste à côté de Boulogne. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une action, évidemment, j'étais petit, donc tout le monde se levait. Évidemment, tu vois pas le but. Je les ai revus récemment, ça m'a fait rire. Mais par contre, comme on était juste à côté de Boulogne, ça m'a permis de bien voir Boulogne pendant tout le match, quoi. Donc, avec des très actif à l'époque. Ouais, pas mal de chlorate, pas mal de, puis grosse ambiance, quoi. C'était juste à côté de la vague. Ouais. J'étais au niveau Tifosi à peu près, et c'était incroyable. Donc après, comme toi, comme je pense à la plupart des gens, tu vas une fois au Parc des Princes et puis t'es mordu. Donc bon. Et après, donc, tu y retournes. Donc là, tu étais très jeune à ce moment. Ouais, j'avais 9 ans. Ouais, c'est ça. Et belle époque, puisque finalement, c'est le début de l'ère Canal+. Exactement. Avec l'arrivée, comme tu dis, de Valdo, Ricardo, peut-être. Ouais. Donc là, des beaux joueurs qu'on connaît pas encore au Parc des Princes, alors surtout à 9 ans. Ouais. Mais déjà, un début de belle équipe. Ah bah, à 9 ans, quand même, tu suis un peu... Enfin voilà, il y a Téléfoot, hein, c'est l'époque, tous les dimanches, tu regardes. Alors évidemment, tu as un résumé, il n'y a pas Internet, il y a rien. Mais tu vois tes joueurs préférés, tu vois les meilleures actions avec les commentaires de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, vraiment. Et tu vois, moi je me rappelle de cette époque-là, vraiment à regarder tous les résumés et d'être à fond déjà pour Paris. Et j'aimais bien aussi Bastia, parce que j'ai toujours été en vacances en Corse tous les ans depuis tout petit, parce qu'on avait une maison là-bas. Foriani. Et donc j'ai toujours aussi un peu suivi le Sporting en parallèle. D'accord. Mais bon, c'est vrai que le PSG, voilà, c'est mon premier stade, c'est le club de ma ville, c'est le club, voilà. Et là, tu retournes rapidement au Parc des Princes, où il se passe un peu de temps? Non, il se passe un peu de temps parce que en fait, je dois retourner dans les années 96, quelque chose comme ça, parce que mon père était pas très, il était pas très stade, il était plus à regarder à la télé, donc voilà. Et donc on regardait, même par exemple pour la Coupe du Monde 98, je lui ai demandé s'il avait eu des places. Je suis même pas sûr qu'il ait tenté d'en avoir. Bon, j'étais un peu dégoûté. Dans les années 90, du coup, j'y suis allé plus fin des années 90. Quand j'ai commencé à vraiment avoir un peu d'autonomie, quoi, plus ou moins financière, mais en tout cas, on allait même parfois traîner autour du Parc des Princes sans billet. Une fois, je crois que c'était un PSG Nantes. On n'avait pas de billet, il n'y avait personne à la sauvette
qui vendaient des billets, on passe à côté de la tribune présidentielle. Et puis il y a un gars qui me fait vous cherchez des billets, tenez. Il nous a filé 2 billets. Et il était dans le stade. Je pense qu'il avait 2 potes qui venaient pas. Et puis avec mon pote, on a pu rentrer. Sympa. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, sinon je prenais des billets à Boulogne, quoi. Hein. Des Boulogne, c'était le moins cher. C'était toujours, il y avait toujours de la place. Hein. Donc bon, on allait dans les années 90. Bon, j'ai raté du coup tous les gros matchs, hein, les PSG Real, bon un peu comme toi. Hein, mais bon, toi t'as eu la chance aussi d'avoir ta mère et de pouvoir t'abonner avec quelqu'un. C'est vrai que quand t'as 14-15 ans, t'as pas toujours le droit d'aller au parc tous les week-ends, quoi. Donc bon. C'est ça. Et justement, donc à ce moment-là, quand tu reviens fin des années 90, t'es où dans le stade ? Je suis à Boulogne. J'ai passé pas mal de temps à Boulogne Bleu, enfin vers les Boys, c'est là que ça bougeait le plus. Et c'était marrant. J'ai des souvenirs assez sympas, notamment ce fameux PSG Bordeaux où la bâche, je crois que c'est des UB, a fini à Boulogne. J'étais juste derrière et tout. Bon, c'est pas moi qui l'ai piqué, hein, mais j'ai vu tout le cirque. C'était assez marrant, quoi. Tous les gars de Boulogne sont partis dans la les fosse. Coursives, ouais, en fait, l'histoire, je crois que les Bordelais avaient volé une bâche de Boulogne pour un match amical qui devait être à Biarritz ou dans la région. Et donc, du coup, quand ils sont venus au parc, ils s'étaient un petit peu organisés pour essayer d'aller se venger, récupérer un peu la bâche, une bâche bordelaise. Et du coup, il y a des gars qui ont traversé toutes les coursives, avec à mon avis quelques aides en interne, hein, parce que bon, déjà à l'époque c'était fermé. Et puis en fait, à une minute précise, donc il y avait les Tigris qui ont commencé à insulter, à mettre la pression, enfin vraiment à s'exciter un peu contre les Bordelais de l'autre côté, parce que le parquage était à côté d'Auteuil. Et donc tous les Bordelais sont dirigés vers Auteuil, voilà, pour un peu répondre, pendant qu'il y avait un gars des Boys, ou un gars de Boulogne en tout cas, qui est descendu dans la fosse, qui a tiré la bâche, et puis elle a fini à Boulogne à l'époque. Alors ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment donné, les Tigris Mystiques et les Boulogne Boys marchaient main dans la main. Ah bah oui, t'étais peut-être là, mais il y a aussi l'époque où je me rappelle à Guingamp, il y avait un défilé en commun avec un cortège avec les Tigris, avec les Boys. Ils étaient très très amis. Moi, j'avais pas mal de potes aux Boys, aux Tigris aussi. Et... On a une photo sur internet où il y a la bâche Boys et la bâche Tigris à côté, à Guingamp, justement, sur une photo où ils ont bâché ensemble. Ouais. Et puis on a fait carrément un cortège en ville avec uniquement les deux groupes. Ce qui prouve que l'amitié existait quand même, le respect existait quand même. Voilà, il y avait moyen de s'entendre, en tout cas entre ces deux parties-là. Alors toi, à ce moment-là, t'es à Boulogne, tu vas aux Boys ou non, tu regardes ça? Non, je vais pas aux Boys, je suis avec un pote et nous on va vraiment on va voir les matchs de temps en temps. Parfois, ça m'est arrivé d'être en rouge aussi. Par exemple, pour le dernier match de Rai contre Monaco, j'étais en rouge. C'était plus sympa d'être en rouge quand à la fin il est venu se prosterner. Ouais, alors là, c'est la seule fois où je sais pas pour toi, mais c'est la seule fois où j'ai tiré une larme dans un stade. C'est vraiment, quand Kylian est parti, j'ai pas eu la même réaction. C'est bizarre. Ouais, c'est étrange, je sais pas, je dois être trop vieux. Mais ça joue. Ouais, ça doit jouer. Mais du coup, non, en fait, c'est vrai que ce match-là était vraiment très, très, très particulier, quoi. Tout le monde se foutait un petit peu de ce qui se passait sur le terrain. À la fin, en tout cas, dans le dernier quart d'heure, quand Rai est sorti faire son tour d'honneur et que le match continuait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on a perdu, je crois. 2-1, je Monaco, crois, quelque chose comme ça. Personne regardait le terrain. Et alors justement, t'es pas resté très longtemps à Boulogne. T'es passé à un moment donné de l'autre côté du terrain. Ouais, alors en fait j'étais à Boulogne parce que je voulais m'abonner à Auteuil, mais c'était déjà complet. Évidemment, il y avait jamais vraiment de place à Auteuil. Et puis c'était une époque où effectivement j'étais pas j'avais pas les moyens financiers d'aller à tous les matchs ou de m'abonner. Enfin, un abonnement, ça coûtait quand même assez cher. Et
du coup, dès que j'ai eu un peu de sous de côté et puis que j'ai eu la possibilité d'aller à Auteuil, j'y suis allé. C'était en 2000 et voilà, je me suis abonné. En fait, on faisait la queue à l'époque pour s'abonner. Hein. C'était pas les queues sur Internet, c'était la queue à la billetterie devant le Parc des Princes. Exactement. Et voilà, j'ai eu de la chance parce que en fait, il y a eu des places à ce moment-là. Il y en avait pas tous les ans, il y en avait pas énormément, mais bon, on s'y était pas trop mal pris. Et du coup, voilà, j'ai réussi à rentrer à Auteuil avec mon pote de l'époque. Voilà. Et là, tu dis tiens, il y a des groupes qui m'intéressent ou juste tu vas te placer comme ça un peu au hasard Non, alors moi j'ai toujours regardé un peu Auteuil, si tu veux, avec un peu d'admiration, hein, surtout quand t'es à Boulogne, parce que bon, quand t'es à Boulogne, tu vois, il y a les boys qui bougent bien, mais le reste c'est quand même assez, c'est en fonction du match et puis parfois il y a des ambiances un peu étranges, légèrement. Mais ouais, non, je regardais Auteuil avec pas mal d'envie, les animations, etc. Et même que je t'avais par exemple, tu sais, j'ai passé, tu vois, je t'avais raconté, j'ai passé le réveillon de l'an 2000 dans le parc et on avait alors, tu m'as raconté, mais par contre, nos auditeurs n'ont pas cette anecdote. Ouais. Alors, vas-y. Ouais, avec mon pote, là, justement, on commençait à faire vraiment pas mal de matchs en 99, et puis on savait pas quoi faire pour le nouvel an de l'an 2000. Et puis, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va au Parc des Princes. Évidemment, il y avait rien au Parc des Princes, hein. Et donc, on a acheté quelques bouteilles de champagne, et puis on a passé les grilles. Et puis on était tout seul dans le parc. On est allé à Boulogne parce que de Boulogne Bleu on voit la Tour Eiffel. Donc on a regardé le feu d'artifice depuis la tribune Boulogne avec nos bouteilles de champagne. Génial. Ouais. Et le gars de la Sécu était occupé lui aussi. Ouais, personne n'est venu vous déloger. Ouais, il y avait je pense qu'il y avait un peu de lumière au côté PC sécurité, mais je pense qu'ils avaient autre chose à penser. Hein. C'est ça. Ils n'étaient pas en train de regarder. Et aussi, ils avaient les bouteilles de champagne. Ouais, je pense aussi. Et puis, du coup, je suis la première personne à avoir foulé la pelouse du parc en l'an 2000. Vous êtes allé jusque sur la pelouse. Ah bah oui, il n'y avait pas de grille, il n'y avait rien. Hein, donc on pouvait faire le tour par la tribune Paris. Donc c'est quand même une sacrée anecdote, ça. Ouais, c'est pas mal. Et après, on a pas mal, on courait sur le terrain un peu comme évidemment le champagne aidant. Et donc, je me rappelais, on fêtait des buts imaginaires. Et puis on a laissé la bouteille de champagne sur les buts devant Boulogne, comme ça, les gens qui ont fait le ménage le matin, ils sont dû. Le jardinier du 1er janvier a dû halluciner. C'est les gars de la Sécu, ils ont un peu abusé hier soir. C'est exactement. Peut-être qu'il y en a qui se sont fait virer, on sait pas. Peut-être. Ouais, et donc je voyais, pour moi, Auteuil, c'était un petit peu la montagne, tu vois. J'ai même pas osé rentrer dans Auteuil à ce moment-là, où j'aurais pu. Je me suis dit, j'irai quand je serai abonné. Et on a réussi à s'abonner. Et pour répondre à ta question, ouais, moi, je suis allé au Lutèce, côté Lutèce directement. Vraiment, pour le côté, déjà, quand tu connais pas les gens, déjà, je suis allé en haut, parce que en bas, tu vois rien. Clairement, j'avais déjà fait Boulogne rouge en bas, à part quand il y a une action sur le but qui est devant, tu vois rien du tout. Donc on était abonné en bleu. Il y avait donc les Supra et puis il y avait les Lutèce. Et puis les Lutèce, c'était vraiment ce qui m'a plu, c'est surtout la calligraphie, les deux mâts, tous les dessins qu'il y avait, le côté Irish, tout c'était vraiment le visuel au premier. L'aspect artistique. Ouais, voilà. Finalement, puisque être ultra, c'est pas que chanter et encourager, il y a aussi toute une part d'art finalement. Comme le disait le tifo qu'on avait fait contre Marseille. Alors je sais plus exactement 100% fait main, l'authenticité ultra ne s'achète pas. Je vois que tu connais toutes les banderoles par cœur. Effectivement, ouais, c'est ça. Et moi, je me rappelle avoir peint ce tifo et il fallait faire que des deux mâts différents. Et il y en avait, je sais pas combien, il y en avait quelques milliers. Sur toute la tribune. Ouais. C'était assez incroyable. Et voilà, même si en visuel, ça rend pas forcément, parce que tu t'emmerdes à faire des détails sur des deux mâts qui, évidemment, de loin se verront pas.
Mais c'est après c'est des 2 mâts que tu ressors à chaque fois et puis c'est que tu gardes. Et donc là, à ce moment-là, tu te rapproches un peu des lutèces, tu t'investis un peu plus tu t'investis du coup un peu dans le groupe. Alors au tout début, en fait moi j'ai vraiment tout fait par étapes, c'est-à-dire qu'au début j'arrive, je vois qu'il y a une table, etc. Et puis je vois qu'il y a des gens sympathiques, je discute un petit peu avec. Et puis après je vais à l'endroit où ça chante, donc j'étais dans le bloc et puis j'ai tout de suite sympathisé avec mon pote Romain qui était tambour à l'époque et donc du coup au bout de quelques matchs, 4-5 matchs, il m'a proposé de faire le tambour aussi puisque de toute façon j'avais il y avait pas grand monde qui était intéressé par le tambour au lutèce, tu sais. Et ça c'était avant que j'arrive. Ouais, c'était avant que t'arrives. Après t'as monté une secte et que des filles d'ailleurs quasiment. Ouais, on voit l'intérêt du tambour. Non, nous malheureusement avec des garçons et du coup je faisais le tambour alors que j'étais arrivé dans le virage depuis vraiment pas longtemps. Mais bon ouais, c'était super sympa. Ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres potes que j'ai encore aujourd'hui, comme Johan par exemple, comme quelques-uns et puis même la plupart des lutèces qu'on voit pas trop régulièrement aujourd'hui puisqu'ils viennent plus au stade, mais voilà qui nous ont voilà. À ce moment-là, tu fais quelques déplacements aussi. Tu commences à faire des déplacements avec les lutèces. Ouais, directement en fait, parce que j'ai fait vraiment tout par étapes. On m'a dit, viens à Rennes. Je savais même pas qu'on pouvait faire des déplacements. Hein. Dans les années 90, j'hallucinais des mecs du Havre qui venaient jusqu'à Paris pour voir le match. C'est des gens de Paris qui supportent le Havre. Non, il y en a qui viennent du Havre. Je suis bon. Et donc là, on m'a dit, viens à Rennes. Alors moi, j'ai fait mon premier déplacement à Rennes en 2000. Bon, d'ailleurs, c'était assez drôle ce déplacement parce qu'on arrive devant le parquage, pas de place. Donc pour les lutèces, je sais pas, il y a eu un problème. Scooter avait pas les places pour les lutèces, avait pas réservé. Ça commence à partir en embrouille et tout. Mon premier déplacement qui commence pas mal, quoi. Je dis tiens, je vais pas voir le match. Scooter, le responsable à l'époque du département supporter, notre ticket de place de l'époque. Et en fait, bon, ça s'est arrangé. Ils nous ont fait rentrer, mais en pesage. Donc on était derrière les bâches. Parce que tu sais, je sais pas si les gens voient, mais à Rennes, il y avait des grandes grilles sur lesquelles il y avait toutes les bâches. Et puis nous, on était en pesage, c'est-à-dire entre les grilles et puis les tribunes. Ouais, il n'y a pas grand-chose au niveau du terrain. Ah, on n'a rien vu, mais il y avait une bonne ambiance. Ce qui est le principal déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, je crois que devait avoir Anelka. Ça devait pas être un match fou non plus. Et donc là, tu continues au lutèce, mais à un moment donné, tu décides de changer de groupe. Ouais. Alors, en fait, c'est ça. Au bout de 2-3 ans, j'avais en déplacement, je m'étais fait des potes qui étaient dans un petit groupe qui s'appelle les Crics, qui était en fait, quand on regarde la tribune à gauche des lutèces. Et c'est des gars qui étaient toujours en déplacement et toujours très sympas. Et en fait, au lutèce, par exemple, il y avait quand même beaucoup de clans, de petits groupes de potes qui étaient vraiment très très unis. Mais par exemple, moi, je suis arrivé après la génération Baby Squad 98, etc. Donc c'est difficile de trouver la place quand tu arrives dans un groupe de gens déjà très soudés. Il y avait quelques personnes avec qui je m'entendais très bien, puis d'autres qui étaient plus entre eux. Et donc du coup quand j'ai commencé à faire vraiment pas mal de déplacements, parce que pour le coup j'en ai fait pas mal tout de suite, j'ai rencontré les Crics, on m'a dit que c'était des fous, effectivement ils faisaient des déplacements en stop, etc. Alors, la différence effectivement c'est que les lutèces Falco étaient plusieurs centaines d'adhérents, peut-être 200-300, alors que les Crics finalement vous étiez pas très nombreux. Non, était une trentaine à la fin, mais en fait les Crics c'est le bureau des Supra de 99 qui a quitté en fait en 99. On pourra regarder les photos de l'époque, hein. Il y a les Supra dans les fins des années 90, c'était un super groupe, et puis du jour au lendemain en 99 il y a tout le bureau qui décide de partir. Mais vraiment tout le bureau, il restait plus que le président et 1 ou 2 personnes.
pour des raisons, disons, d'incompatibilité d'humeur. Ce qui arrive souvent dans les groupes ultra. Ouais, voilà, ou de choses pas très nettes qui plaisaient pas du coup à tous ces gens-là. Et donc les Crics, c'était déjà des gens qui étaient un peu anciens au stade. Hein. Il y en avait qui étaient à Boulogne pour la formation des Boys. Et, il y en avait qui étaient au Supra depuis début des années 90, etc. Et du coup, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Hein. Ils m'ont dit, écoute, fais les déplacements avec nous, il n'y a pas de souci, on cherche toujours des gens. Hein. Enfin, et donc, on a commencé à faire des déplacements. Mais je faisais des déplacements de temps en temps avec les Lutèces et puis de temps en temps avec les Crics. Parce que aussi, j'avais pas beaucoup de sous. Et puis, les Crics voyageaient de manière plus économique. En stop, tu disais ? Ouais, pas toujours en stop. Non, ça arrivait 1 ou 2 fois en stop, mais... T'as le souvenir de quelques déplacements, ou en tout cas d'un déplacement que t'as fait en stop comme ça avec les Crics, ouais, un peu à la Pékin Express. Ouais, mais on n'est pas allé très très loin parce qu'on était en fait malheureusement 3, et 3 pour le stop c'est pas un bon chiffre, hein. Personne veut te prendre. Surtout si t'as pas de filles. Ouais, c'est ça. Et puis limite on prend que les filles, hein, de toute façon. Non, on était allé à Budapest, mais bon, c'était Budapest pas très loin en stop. Ouais, oui, ils étaient allés en... Où est-ce qu'ils étaient allés ? À Munich peut-être, ou en Roumanie, je sais plus. Je crois qu'ils étaient là en Roumanie en stop pour le premier match contre... Alors moi j'ai un souvenir de Lutèce qui avait fait Montpellier jusqu'à la Roumanie en stop, parce qu'on avait joué le week-end, le dimanche à Montpellier. On était descendus en bus et certains étaient partis de Montpellier jusqu'en Roumanie. On jouait le jeudi. Je crois que c'était Oujpest, non ? C'était pas ce match-là ? Peut-être, bon... Faudrait vérifier, mais en tout cas... Ouais, je me rappelle très bien de ces personnes-là. Et on arrivait... Bon, c'était toujours un peu à l'arrache, quoi. Hein. On savait pas si on prenait un train. Enfin, on n'avait aucun plan, hein, donc on partait vraiment à l'aventure. Hein. C'est un peu différent des grands groupes où, évidemment, tu prends un bus ou des choses comme ça. Hein. Ça peut être parfois un peu l'aventure, mais en tout cas, c'est plus cadré. C'est plus cadré. Oui, alors c'est vrai que quand tu fais, j'avais fait avec les Lutèces, on avait fait un ou 2 déplacements en Corse aussi. Alors là évidemment il y a moins de monde, donc tu vas pas en bus. Alors justement la Corse qui te tient à cœur, donc. Ouais. T'as été plusieurs fois en Corse, Bastia, Ajaccio. Plusieurs fois, Bastia, Ajaccio. Et puis, j'avais même, comme j'ai une maison, de famille qui était du côté de Porto Vecchio, j'avais même, il y a les Tigris qui ont dormi chez moi et après un déplacement à Ajaccio, c'était assez. Par sécurité, c'était bien. Ouais, on a fait un tifo avec la bâche sur ma terrasse. Génial. C'était drôle. Donc il y avait tous les Tigris qui dormaient là. On a fait, et puis on s'est fait quelques jours, quoi. Les Crics, le nom du groupe, c'est un rapport avec la bière ou... Oui. Oui, en fait, ils savaient pas trop quel nom choisir. J'étais pas à l'époque dans le groupe, mais ils savaient pas trop quel nom choisir. Ils avaient fait un déplacement à Rennes. Je crois que c'était le premier déplacement post Supra. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de Crics que de Supra à l'époque. Hein. Je crois que Supra, c'était 2, sans bâche en plus. Parce que les Crics avaient gardé la bâche. Bon, ils leur ont rendu quelques matchs après, hein. C'était juste, il y avait une sorte de petit énervement à ce moment-là. Symbolique. Voilà. Et à Rennes, du coup, c'est dans un bar, il y avait des Crics à la pression. Je crois que ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est resté en souvenir de ces débuts-là, je pense. Et du coup, ils sont devenus les Crics Paris. Et donc, toi, tu es resté abonné au Virage Auteuil jusqu'en 2010 ? Ouais, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde à Auteuil, comme la plupart des gens en tout cas. Et en 2010, tout s'est arrêté. On y reviendra peut-être, mais... Bah, vas-y. Vas-y. Je t'en prie. Comment toi, tu as vécu la période et le plan Le Pro à ce moment-là ? Déjà, les années 2010, c'était... Il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques aujourd'hui des années 2010. Alors, des années plutôt 2000. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y avait une super ambiance avec les deux virages, etc. Mais il y avait quand même pas mal d'embrouilles qui partaient, notamment. Je me rappelle après le déplacement à Auxerre, après les 10 ans des Tigris, les boys, les supporters de Boulogne n'avaient pas vraiment apprécié une banderole qui était L'avenir est à nous, en rapport, je crois que c'était à une chanson, et enfin en tout cas moi de ce que je connaissais des gens du noyau dur des Tigris, il y avait vraiment rien contre Boulogne, c'était vraiment
c'était vraiment, ils s'attendaient pas du tout à ce que ça soit pris comme ça, quoi. Cette réaction. Ouais, à cette réaction. Et bon, Boulogne étant le foyer historique au parc des supporters, évidemment, ils ont senti ça un petit peu comme une attaque. Et bon, il y en a certains aussi qui cherchaient certainement un prétexte. Et donc, ce match, je me rappelle de ce match à Auxerre où ça partait déjà pas mal en vrille. Alors donc jusqu'à 2006, après, même jusqu'à la finale de la Coupe de France, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais il y avait souvent des baffes. Et donc c'était un peu triste. Même à Sochaux, je me rappelle quand on manque de descendre, il y a eu des bagarres juste avant le match. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. On est dans un moment où c'est pas le moment. il faut lutter pour la survie du club et encourager le club. Et puis tu vois les gens qui se battent devant le parquage pour des conneries, quoi. Et donc ça se sentait. Après il y avait eu aussi il y avait on rigole parce que je viens de me faire attaquer par un chat. Voilà, oui, vous saurez tout dans ce podcast. Il y a un chat qui m'a sauté dessus. Ouais, elle a des choses à dire aussi. À 2010, ça lui a pas plu non plus. Non, ça lui a pas plu non plus. Elle vient réagir. Non, et du coup, oui, c'est vraiment quand il y a eu ce fameux PSG Marseille. Bah du coup on savait tous que ça allait pas continuer comme ça, hein. J'étais à ce moment-là, on était en train de avec les crics, on avait l'habitude sur le boulevard Murat de boire quelques bières. On a vu, il y a des gens chez nous qui connaissaient très bien des gens de Boulogne, et du coup on voit tout le groupe de Boulogne qui passe, on serre quelques mains de gens de Boulogne qui passent. Et on les voit bifurquer à droite, foncer devant le virage. Donc là, effectivement, c'était pas la bonne route. Bah ouais, c'était pas la bonne route et c'était complètement tragique, quoi. On n'a jamais trop compris pourquoi. Il y a forcément un moment où ça allait mal tourner, mais bon. Et donc là, après ça, tu te dis finalement que c'est logique que les autorités et que le Paris Saint-Germain réagissent fort. Alors c'est logique que tout le monde réagisse fort, oui. Alors ils auraient pu, les CRS qui étaient sur place auraient pu réagir fort aussi à ce moment-là, hein, on est bien d'accord. Moi j'en veux beaucoup déjà à toutes les forces, les RG, toutes les forces de police qui en fait avaient pas mal d'acquaintances avec pas mal de gens, hein. Il y en a qui étaient très qui étaient très proches de gens de Boulogne, par exemple, et les gens de Boulogne qui n'ont pas été inquiétés, alors que d'autres, des pauvres boys qui avaient craqué une torche ou machin, faisaient de la garde à vue et puis des interdictions de stade, voilà, alors que tous les gens qui étaient là pour la bagarre étaient toujours là. Et donc du coup c'était sûr qu'avec un mort, c'était le deuxième en plus, après celui de Tel Aviv, et c'était sûr qu'ils allaient réagir. Et donc, je pense que la police, le gouvernement, etc. a mis la pression au PSG pour qu'ils fassent quelque chose. Voilà, pour ne pas avoir à faire quelque chose eux-mêmes, hein. Ils n'ont pas fait grand-chose. Eux, c'est le PSG qui a pris. Et donc Robin Leproux, avec le club, ont décidé de tout couper. À ce moment-là, tu boycottes ? Tu suis le boycott ? Ouais. Oui, je suis le boycott comme la plupart des gens, hein. C'est très rare les gens qui de cette période-là, je connais assez peu qui sont encore au parc. Tout le monde boycotte. La plupart des gens boycottent la première année, la deuxième année, et puis après, la vie fait que pas mal de gens passent à autre chose. Mais oui, on a fait des actions de boycott, quelques contre-parquages et tout. Je me rappelle, on avait fait un PSG, je crois qu'il y avait eu un PSG Brest ou un PSG Monaco aussi. On était venus en tribune pour un peu mettre un peu l'ambiance, quoi. D'ailleurs, les gens étaient contents qu'on soit là. On était en tribune Paris. Et j'ai fait quelques déplacements européens après, notamment je te parlais de Séville tout à l'heure, où les Parisiens étaient interdits, hein, à part ceux du tous PSG. Et pour rentrer, heureusement que je parlais espagnol et que j'avais fait un Erasmus à côté, parce que j'ai pu négocier le fait de rentrer dans la tribune de Séville. Mais oui, même il y a aussi,
quelques autres déplacements. Plus c'était loin, plus c'était facile, hein, finalement, puisque bon, quand on était allé à Minsk, par exemple, bon, bah là, il y a personne qui nous embête avec le plan Le Prou ou quoi. On avait reformé un peu notre parkage nous-mêmes. Enfin, c'était assez marrant, quoi, d'être sur la route de la Grande Armée, au retour de Murat de la Bérésina, et pour se retrouver un peu comme sur le boulevard Murat, quoi. C'est ça. Et non, j'ai fait quelques déplacements. Après, bon, c'était pas pareil. Il faut y aller à 2, à 3, et puis voilà, quoi. J'ai pas fait beaucoup d'autres déplacements en France, par exemple, parce que j'ai eu mes 2 enfants à ce moment-là. Et puis j'ai commencé à voyager, à faire d'autres choses, comme la plupart des gens, hein. Et en 2017, tu reviens abonné au Parc des Princes, tu te réabonnes? Ah, je me suis réabonné en 2015. D'accord. Mais je me suis réabonné, en fait, je me suis dit un jour, bon, ça va revenir. Et en fait, je me suis abonné tout simplement pour avoir des places pour aller voir des gros matchs, quoi. Parce que je me suis dit, si un jour on va en demi-finale de Ligue des Champions, peut-être ça n'arrivera qu'une fois. J'ai envie d'avoir des places, quoi. Et donc j'allais voir quelques matchs dans l'année, et puis les autres matchs de championnat où je les filais à la fondation du PSG, et puis et là tu reviens à Auteuil? Oui, j'ai eu de la chance parce que c'était un abonnement aléatoire, et je suis tombé sur Auteuil. D'accord. J'ai eu de la chance. Encore une fois. Et donc depuis 2015, depuis 10 ans, t'es abonné Ouais. Oui, et puis je reviens beaucoup plus régulièrement depuis la remontada 2017-2018, voilà, 2019. Et puis après, il y a eu le Covid qui a encore plus... pendant le Covid, on tournait tous en rond chez nous. Et ça m'a donné encore plus envie de sortir, quoi, de bouger. Et donc là, c'est là que j'ai repris quand même pas mal les déplacements européens notamment. Et puis avec un pote à moi, avec mon pote Benoît, on fait... la plupart des déplacements européens, quelques déplacements en France aussi. Alors, on va revenir sur les déplacements, mais si toi, tu devais me donner ta définition du Paris Saint-Germain, ce serait quoi? Alors, ma définition du Paris Saint-Germain, tous les supporters de tous les clubs vont te dire mon club, il est unique, mon club, il y a la meilleure ambiance, c'est le meilleur stade. Tout le monde va te dire ça, donc un supporter du Paris Saint-Germain va te dire la même chose. Mais ce qui est unique pour le Paris Saint-Germain, c'est que déjà, c'est un club jeune. Et donc ça, c'est vraiment... la plupart des clubs datent il y a un siècle, hein, ils fêtent tous leur centenaire. Nous, on en est là à fêter nos 50 ans. Bon, il n'y a que nous et Montpellier, hein, finalement. En tout cas, en France. Et ça joue beaucoup, déjà, pour la crédibilité du club. Il n'a jamais été vraiment pris au sérieux. Sans compter que c'est aussi... le club de la capitale. Donc il est aussi détesté en France, sans compter que c'est également le club du Qatar. Donc voilà, depuis pas mal de temps maintenant. Depuis 15 ans, mais depuis 15 ans. Et donc, mais avant, c'était donc c'est un club qui a toujours été ambivalent, quoi. Soit on aime, et la plupart du temps on déteste ce club. C'est aussi un club de paillettes, de stars. Donc voilà, on va toujours revenir. Et donc c'est une histoire quand même de pas avoir d'histoire. Finalement, ça devient une histoire. Notre histoire deviendra légende. Nous, on avait tout à construire. Et depuis les années 80-90, ce club-là, il a grandi. Et puis on a vu, on l'a vraiment vu grandir. Et il est vraiment très particulier pour ça, pour moi, parce qu'il est jeune, et il est vraiment très très différent des autres clubs en ça, quoi. Il a été créé aussi de manière très particulière. C'était un appel à la radio. Il voulait une fusion entre deux clubs qui ont défusionné. À une voix près, ils ont recompté les voix pour savoir si on mettait fin au Paris Saint-Germain. Vraiment, il a une histoire vraiment incroyable. Et puis tout ce qui arrive au Paris Saint-Germain, ça arrive jamais à d'autres clubs. Enfin, je veux dire, on peut parler de la remontada, mais on peut aussi parler du fax que tu perds en faisant jouer un joueur à Bucarest, que tu n'as jamais retrouvé. C'était Fournier, je crois. Oui. Donc voilà, t'as pas mal de choses. Et puis c'était le club de Canal aussi, où Guignol, ils ont toujours parlé que
du PSG à partir de ce moment-là. Enfin voilà, c'est. Et donc toi en plus il y a cette histoire finalement avec Saint-Germain aussi. Ouais. Paris, Saint-Germain, donc c'est un peu tes deux villes. Ah bah oui, carrément, parce que j'ai habité à Paris et puis j'ai habité dans la région de Saint-Germain pendant un bout de temps. Mais puis là aujourd'hui je suis entre les deux. Mais oui, c'est moi c'était le camp des loges. Enfin le PSG pour moi, là, j'allais plus au camp des loges qu'au Parc des Princes, un peu comme toi. Et vraiment ça c'était. Et le fait que le Paris Saint-Germain aujourd'hui ait déménagé à Poissy, c'est quelque chose qui t'a choqué finalement ou c'est normal? Normal, non, moi c'est pas que ça m'a choqué, un peu quand même. C'est le Paris Saint-Germain, pour moi ça m'a moins choqué que d'enlever le berceau par exemple du logo. Mais d'aller à Poissy, je peux comprendre parce qu'il y a un terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le camp des loges, c'est quand même assez enclavé au milieu d'un terrain de l'armée. Et l'armée a pas voulu. Ils avaient besoin de. Toi, t'as été au camp des loges à l'époque. Les terrains, il y avait pas énormément d'espace. Et puis les terrains étaient. L'armée avait déjà cédé une partie de terrain pour agrandir le camp des loges, mais bon, ils pouvaient pas tout laisser. C'est ça. Et du coup, il fallait quand même quelque chose d'un peu plus pro. Et bon, ça, je peux comprendre. Après, Poissy, t'as juste à traverser la forêt. C'est pas loin. Non, c'est la même chose, plus ou moins pareil. Donc bon. Très bien. On peut revenir sur les déplacements, parce que c'est quand même quelque chose qui te caractérise pas mal. Tu sais combien t'en as fait? Non. Je sais pas, plus de 150, 200, je sais pas. Quelque chose comme ça. Quel plaisir tu prends dans les déplacements? C'est quoi que tu recherches? Déjà, ce que je recherche, c'est les billets. Oui. Non, d'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé ceux d'Arsenal, mais bon. Non, c'est sûr que c'est pas la partie la plus marrante. Mais non, ce que je recherche, en fait, les déplacements, c'est le voyage déjà. Donc, en premier, en déplacement, c'est tu voyages. Donc, tu vas soutenir ton club à l'extérieur. Mais moi, j'ai toujours privilégié le voyage, j'ai toujours aimé la destination, etc. Donc, il y a le côté, parce que à la période où on était principalement actif en France et en Europe, dans les années 2000-2010, où on faisait un peu tous les déplacements, faut pas se mentir, le foot, c'était bon, surtout à l'extérieur. Parfois au parc, on faisait des bonnes saisons, mais à l'extérieur, on perdait tout le temps partout. Donc là, on est sur une série de, je sais plus combien de matchs, on a battu la série du Milan historique récemment en déplacement à l'extérieur. Ils sont de la chance, les supporters d'aujourd'hui qui font que des déplacements, c'est des victoires ou des nuls au pire. À l'époque, quand on ramenait un nul, on était content. On était super content. Non, c'était assez incroyable. Donc par exemple, moi, j'ai pas été beaucoup à Auxerre ou à Troyes. C'était pas assez loin en fait, donc je préférais aller à Monaco, tu vois, ou après on allait en Italie, ou alors aller à Marseille, ou aller en Coupe d'Europe à Montpellier, Bastia, Ajaccio, vraiment découvrir la culture locale, finalement être en immersion même avec les supporters locaux. Ouais, alors quand j'étais au début au Lutèce, c'est pas les choses qui sont possibles, mais parce que quand tu te déplaces en bus, tu suis la file de policiers, surtout quand t'es en France. Puis quand tu débarques avec un groupe de 80 ultras, tu peux pas vraiment être en immersion. Non, voilà, t'es en immersion. C'est le moment où tu rencontres les supporters adverses, c'est rarement des moments de convivialité, quoi. Mais non, en fait, c'est pour ça aussi que j'aimais bien les déplacements un peu en indépendance, parce que effectivement, tu te fonds un peu dans la culture, tu découvres un peu les endroits, les gens et tout. C'est ça qui m'a motivé plus pour les déplacements. Après, il y a aussi le côté de découvrir les stades, parce que un stade, c'est quand même une mini, c'est la ville en plus petit. Donc tu vois tout, tu vois Monaco, le stade, rempli de fauteuils jaunes. Au bord de la mer. Vide de gens. Ouais, au bord de la mer, qui est très sympa. Le stade du Rail à Nice, c'est des populations différentes. Pourtant, c'est pas si loin. Tu vas en Europe, tu as beaucoup de stades différents, des grands, des petits, vraiment avec des ultras hyperactifs, ou alors vraiment des stades même plus familiaux où il se passe rien. Enfin, c'est très sympa aussi de découvrir un peu les stades. Et puis en troisième pour le foot, quand même. Maintenant, les déplacements. Maintenant, je dirais que c'est un petit peu plus pour le foot, parce que les destinations sont toujours les mêmes. Birmingham était une nouveauté. Ouais, c'était magnifique.
Non, Birmingham, c'est pas la plus belle ville qu'on ait visitée, mais c'est vrai que c'était nouveau. Alors justement, on parle de Birmingham. À date, là, tu es sur une série assez remarquable, je crois, de déplacements en Ligue des Champions. Oui, remarquable. Je dois être à 15 ou 16. Non, tu m'avais dit une trentaine, je crois. Ah oui, alors ça, c'est pas les déplacements. Ça, c'est les matchs à domicile extérieur. Donc, je vais être à 37, 38 de suite. En fait, depuis le Covid, je crois que j'ai raté qu'un match ou deux. Et donc, je crois que j'ai raté City et Leipzig. Et sinon, je les ai tous faits. Et donc, ouais, tous les déplacements, là, cette saison, par exemple, tu les as tous faits l'année dernière aussi. Ouais. Et même à l'époque Galtier. C'est une sacrée organisation. Ouais, bah surtout à la maison avec 2 enfants. Donc là, j'en profite pour remercier Aurélie, ma femme, qui est assez très compréhensive, on va dire, sur ma passion et l'organisation qui va derrière. Parce que, et puis bon, à mon travail aussi, j'ai la chance de pouvoir poser des jours, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est... Et tu fais pas que les déplacements du PSG. Je me souviens t'avoir croisé au Roudourou pour voir en Ligue des Champions pour voir Brest-Paris-Saint-Germain, et tu m'as dit demain soir je serai à Liverpool pour le dernier match à Goodison Park, Everton-Liverpool. Ouais, c'était le dernier derby à Goodison Park. J'ai réussi à avoir une place. Je voulais pas je fais quelques matchs un peu à l'étranger comme ça, mais celui-là il était quand même assez mythique. Voir Goodison Park déjà avant qu'ils détruisent, là il reste plus que 2 matchs au moment où on se parle, c'est quand même un stade qui est quand même extraordinaire. Et voir le dernier derby contre Liverpool, c'était en plus le scénario du match était assez fou, puisque effectivement ils menaient 1-0, et en plus j'étais dans la tribune Galice là, donc celle avec vraiment tous les fans d'Everton. Il y avait une ambiance incroyable, et t'as Everton qui marque un but 1-0, et Liverpool qui marque 2 buts derrière, et égalisation à la dernière minute, voilà, avec un envahissement de terrain limite. C'était vraiment, les gens étaient fous. Et puis tu connais les stades anglais, quand ça pousse, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est particulier. Et donc tu as fait Guingamp-Liverpool dans la journée. Ça aussi, c'est un sacré périple. Ouais, j'ai fait Paris, Brest, Liverpool, et puis je suis rentré à Paris. Ouais. Je suis repassé par Paris du coup, parce que bon, c'est impossible. Il n'y a pas de vol direct entre le Roudourou et Liverpool. Tu fais quelques matchs, tu disais, hors Paris Saint-Germain. Est-ce que tu te considères comme un groundhopper ou non? Non. Rappelons ce qu'est un groundhopper. Ouais, le groundhopper, c'est des visiteurs de stade en fait. Soit ils aiment bien une équipe, soit effectivement ils aiment surtout voyager, découvrir des nouveaux stades, etc. Donc moi je suis plus supporter du PSG et groundhopper à mes heures perdues, c'est-à-dire que je vais voir même quelques matchs, des fois du Red Star ou du Paris FC, ou je vais voir quelques autres matchs quand je suis en vacances. Je vais en Andorre par exemple pour voir, ça fait toujours un nouveau pays, ça fait toujours une nouvelle ambiance. Voir un match en Andorre, c'est assez marrant, quoi. T'arrives, bon voilà, c'est très très montagneux évidemment. Et t'arrives je suis allé dans le grand stade. J'ai fait 2 matchs en Andorre. J'avais fait un match qui tombait contre les Hibernians. C'était les tours préliminaires de l'Europa League Conférence. Pour dire le niveau, c'est du gros niveau. Et il y avait, 200 Écossais et tout dans la barre en Andorre et tout. Enfin, c'est assez marrant. C'est des ambiances que tu retrouves un petit peu quand tu vas à droite, à gauche. Alors évidemment, il n'y a pas toujours le PSG, mais peut-être un peu de nostalgie de l'époque UEFA, parce que, comme je t'ai dit, les déplacements européens, quand tu as vu Barcelone ou Munich 10 fois... T'en as marre. Il n'y a pas beaucoup de surprises, quoi, on va dire. Tu es adepte d'une application qui s'appelle Footballogy. Ouais. Alors justement, c'est une application où les gens vont s'inscrire et marquent les matchs qu'ils ont vus. Ouais. Et donc après, on comptabilise. C'est ça, comme ça, tu vois un peu tes matchs à domicile, à l'extérieur. Tu vois les stades que tu as fait, le nombre de pays et tout. C'est assez rigolo. D'ailleurs, j'encourage les Parisiens à se mettre dessus, parce qu'il y a évidemment un classement entre clubs. Donc là, il y a plus de Parisiens que de Marseillais, mais à une époque, il y avait plus de Marseillais. Il faut un petit peu moins de déplacements européens des Marseillais depuis ça dépend qui. Mohamed Eni, c'est notre porte-bonheur. Moi, je l'ai croisé d'ailleurs à Brest. C'était rigolo.
Mohamed Eni, supporter marseillais voilà. qui, pour vivre sa passion du football, suit le Paris Saint-Germain. Avec l'équipe adverse, ouais, c'est original. Est-ce que tu as déjà fait un grand chelem? Tous les déplacements d'une saison? J'ai été pas loin. Bah, c'est même pas, ouais, tous les matchs à domicile et à l'extérieur. J'avais fait un presque grand chelem même avec les matchs amicaux. Bon, c'était dans les années 2002, 2003. On était allé voir un match amical c'était à Lisbonne contre le Sporting dans l'ancien Alvalade. Et 2 jours après, on était au Touquet pour voir un match amical contre l'IRS. Donc c'était assez rigolo ce match au Sporting. On avait fait ouvrir le parquage visiteur. On était 6, il y avait 2 boys. Moi j'étais Lutèce à l'époque et 2 Cric. Ils n'avaient pas prévu qu'il y ait des supporters parisiens. Bah non, c'était un match de pré-saison. C'était la présentation des joueurs du Sporting. D'ailleurs, fun fact, c'était le premier match de Cristiano Ronaldo. On l'a vu rentrer sur le terrain et tout. Tu as été au premier match de Cristiano Ronaldo, voilà. Et je l'ai vu qu'après ça en fait. Bien sûr. Tu te dis pas, tiens, il y a une légende qui va rentrer. Et donc on a fait ouvrir le parquage, on est arrivé pour acheter des billets et tout, et puis ils nous ont dit oui, il n'y a pas de parquage et tout. On fait si, nous on veut un parquage, on a des bâches, on veut bâcher. Ils nous ont regardé un peu bizarrement et tout. En toute sécurité. Ouais, c'est même pas une histoire. Ouais, c'est une histoire de. Pour les bâches en tout cas. Dire ouais, voilà. Et puis on a fait ouvrir le parquage et puis finalement il y a je sais pas une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de Portugais avec des maillots du PSG qui arrivent dans notre secteur après. Et c'était assez rigolo. Et du coup, ensuite, t'as le photographe de la Torcida Verde qui était venu nous voir. Il nous a fait, mais qu'est-ce que vous foutez là et tout. Fait, bon, on est venu voir le match. Fait, vous êtes en vacances dans le coin? Non, on n'est pas en vacances. On est venu là et puis on repart. Voilà, on était allé à Châteauroux, au Touquet et tout. On repart en France demain. Il fait, complètement dingue. Et il nous avait pris en photo et tout. Et puis on avait discuté. Il nous avait filé des écharpes, des stickers, des machins, des trucs. Et c'était assez sympa, quoi. Quelle est pour toi ta définition du mot supporter? La définition du mot supporter, bah, c'est quelqu'un qui est passionné. En fait, il est passionné à sa manière. Et puis j'ai bien aimé ce qu'avait dit une personne que tu avais interviewée aussi, que voilà, un supporter, c'est un moment. Voilà, tu peux être supporter par exemple aux Jeux Olympiques, etc. Ça, je trouvais ça intéressant comme analyse. On pense toujours au foot, voilà, au rugby. Mais voilà, un supporter, c'est quelqu'un qui va vibrer, qui a une passion et qui la plupart du temps ne change pas. Donc t'as un club, tu le gardes, t'as peut-être l'équipe nationale aussi. Moi je vais aussi voir des matchs de l'équipe de France, etc. Et puis voilà, un supporter, c'est vraiment quelqu'un qui est toujours à fond. C'est-à-dire même sans aller au stade, pour moi un supporter n'a pas besoin d'aller au stade, c'est juste quelqu'un qui va chercher les actualités, comme quand on était jeune on découpait les articles dans l'équipe ou dans 11 mondial. Voilà, c'est une passion en fait. Comment tu vois le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Ce que les Qataris ont fait du club, la version 2025 du PSG? Il y a eu des hauts et des bas au niveau qatari. Il y a eu la période exécrable de Messi, Mbappé, Neymar. Voilà, ça c'était quand même une période qui était assez difficile. Quand tu es supporter, je dirais qu'il y a 3 ans, on a fêté le titre en dehors du stade. C'était quand même assez improbable. Mais il y avait vraiment une grosse coupure. Il y avait vraiment... devant le virage Auteuil en contestation alors que les clubs célébraient à l'intérieur. C'était effectivement pour un club champion de France assez surprenant, assez bizarre. Ouais, mais il y avait vraiment une incompréhension totale pour moi de Nasser et de tous les dirigeants du PSG de ce qu'est le football, populaire et tout, ce qui a changé un petit peu depuis l'arrivée de Luis Enrique notamment, et puis ce dont on discutait tout à l'heure, par exemple maintenant, les supporters historiques sont un peu plus revalorisés, un peu plus pris en compte, enfin en considération. Voilà, quand tu as fait 1000 matchs ou quoi, tu fais un tour d'honneur du parc, je trouve ça... Là, ça va dans le bon sens, mais c'est quand même assez récent. Ils ont commencé en arrivant, en changeant le logo. Voilà, il y a toujours... Bon, alors ça, c'est pas un problème qatari, mais les maillots sont toujours... ça, c'est depuis les années 90, hein.
sont toujours fin 90, je dirais. Ouais, et le PSG Real, le maillot était dégueulasse. Hein. C'est le match le plus mythique déjà de l'histoire. à l'époque, aujourd'hui on dirait oh là là quel beau maillot, mais à l'époque mais je crois on était déjà loin des standards. C'était en 93 et je crois que le maillot du PSG Real, il a même pas de rouge dessus. Ou très peu. Enfin, en tout cas, il y avait déjà à l'époque, on est revenu au Echter en 95 pour la Ligue des Champions, je crois, mais il y a eu des périodes avec des rayures rouges et bleues, il manquait le blanc encore. Enfin bon. Mais le PSG version Qatari, il a un avantage, c'est que footballistiquement, c'est pas trop mal, quoi. On a fait quand même, on règne un peu sans partage sur la France. Et puis en Europe, il y a des bons et des mauvais souvenirs. Hein, on les connaît tous. C'est-à-dire qu'on est fiers de l'équipe qu'on a sur le terrain. Aujourd'hui, oui. À l'époque même, au début de l'ère Qatari aussi, il y avait avec les Thiago Motta, les Maxwell, tous ces joueurs-là, même Zlatan, etc. Même un gars comme Beckham qui est resté 6 mois, mais finalement, il a jamais mal parlé ou quoi. Vraiment, il y a eu une période un peu plus noire vers la remontada, les choses comme ça, quoi. T'as vu le premier match de Cristiano Ronaldo et le dernier de David Beckham. Le dernier de David Beckham, je l'ai pas vu. J'étais abonné, mais j'ai vu à la télé celui-là. J'ai boycotté à l'époque. J'aurais pu. T'aurais pu. Rien à voir, mais tu as un compte Instagram. Ouais. Avec un personnage. Ah oui. Une femme. Ouais. Une Parisienne. Ouais. Que tu as appelée Mandoline de Saint-Germain. Ouais. Tu nous racontes ? En fait, j'ai toujours fait des dessins, j'ai toujours dessiné. C'est un peu comme ça que je suis rentré dans le monde ultra. Hein, je t'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'image des groupes, etc. Je suis rentré dans le fanzine des Lutèces assez rapidement, parce que évidemment, ils cherchaient des gens qui aimaient bien faire des dessins. Un fanzine qui s'appelait Servoise. Servoise, ouais. Comme quoi, Servoise crie qu'il y a quand même quelque chose avec la bière. Hein. Enfin, exactement. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais c'est avec les supporters de foot en général, la bière, ça marche pas trop mal. Oui, et donc, en fait, j'ai toujours aimé dessiner. Et je m'y suis remis un peu plus, notamment avec le plan Le Prou. Hein, j'ai dessiné dans des fanzines, par exemple, mais c'est toujours été pour le plaisir. J'ai dessiné dans les fanzines en Lutèce et puis Cric après. J'ai fait pas mal de dessins, même pour des bâches, des deux-mâts, des choses comme ça, des animations et tout, ça m'a toujours plu. Et la bande dessinée, ça m'a toujours plu aussi. Et vraiment le dessin, l'art en général. Et donc du coup, j'ai fait ce compte-là pour simplement pour continuer à dessiner, quoi. Et puis ce petit personnage et tout, c'était pour pas dessiner toujours des mecs ou machin. C'était pour voir le point de vue un peu opposé. T'aurais pu dessiner Mandoline sur un deux-mâts, ça aurait été tout à fait. Ah ouais, mais du coup j'étais plus au parc à cette époque-là. Quand t'as lancé. Donc pour ceux qui veulent aller voir ce dont on parle, c'est Mandoline de Saint-Germain sur Instagram. Exactement. Et j'ai ouvert récemment un compte aussi qui s'appelle D'Artagnan, où je mets un peu plus de trucs de foot parce que c'est peut-être plus, ça intéressera peut-être plus les gens. C'est ça. Et du coup, Mandoline, tu la présentes, tu dis, je crois, à l'ancienne, bio, locale et de saison. Ouais. On se rapproche encore de la bière finalement. Exactement. Ça pourrait être la même définition. Revenons au football, parce que finalement, on n'a pas tant que ça parlé football depuis le début. On a parlé beaucoup de déplacements, de culture supporter. Si tu devais me citer un président dans l'histoire du Paris Saint-Germain qui t'a le plus marqué. Alors, il y a deux choses. C'est te citer un président et celui qui m'a plus marqué. C'est pas la même chose, parce que te citer un président, c'est Borelli, pour tout ce qu'il a fait, évidemment. Mais après, c'est pas notre génération. On l'a pas connu, on l'a pas vu, on l'a rencontré, vu de loin, etc. Mais quand tu connais le personnage, tout ce qu'il a fait, la famille qu'il a montée au PSG, tout ce que les gens de Boulogne notamment en disaient, Giscard par exemple, ou même tous les gens qui ont connu cette époque-là. Moi j'ai des copains aussi qui ont connu cette époque-là. Borelli, c'est le président du PSG. Il est indétrônable. Mais bon, après moi, mon président, c'est plus l'époque Denisot, évidemment. Parce que c'est les premières coupes d'Europe, la première coupe d'Europe, la seule pour l'instant. En 1996. 96, les 5 demi-finales de suite, les soirées européennes,
Et puis voilà quoi, c'était aussi c'était un personnage. Ça, c'est quand t'es arrivé au Parc des Princes où justement finalement t'es arrivé en même temps que Denisot après Borelli. Exactement. Et Denisot, c'est quand même lui qui a amené tous ces joueurs. Il a monté quelque chose. Il aimait le club, il aimait le foot, ça se voit. Et puis aussi beaucoup d'humour, beaucoup de vraiment tu sens que c'est une personne très humaine et vraiment impliquée à fond dedans. Et ça c'est les guignols ça. Ouais. L'humour. Désolé. Non, mais en vrai, je sais pas si tu suis son compte Instagram, mais bon, il partage que des conneries, quoi. C'est rigolo. Et je lui souhaite un bon anniversaire. Il a fêté ses 80 ans récemment, on dirait pas, hein, mais et maintenant, il s'est un petit peu perdu avec Rai du côté de Charletti, mais ça, c'est quelque chose que t'arrives pas à comprendre, ça. C'est des choses que je trouve un peu étonnantes. En tout cas, bon, ça me choque pas énormément, mais pour Rai, par exemple, on lui a pas donné de place au PSG non plus, hein, donc il a été ambassadeur un petit peu, et puis après, on l'a oublié. Donc, lui, il aime la France, il aime Paris. Il n'y a aucune rivalité avec le Paris FC. Ça me choque pas plus que ça. C'est juste un peu dommage. Il n'y a plus de rivalité, en tout cas, depuis 1972. Il n'y a jamais vraiment eu de rivalité. On a joué en match officiel, on a dû en jouer 2 contre eux. On a été non, il n'y a aucune rivalité. Peut-être la saison prochaine. Avec le Red Star, ouais. Oui, avec le Red Star, effectivement. Et peut-être avec le Paris FC, la saison prochaine, le retour du derby. Ouais, ce serait marrant, ça. Si tu devais me citer un entraîneur du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'entraîneurs. Il y a eu beaucoup de grands d'entraîneurs historiques. Bon, il y a eu Perroche. Pareil, je ne l'ai pas connu non plus. Mais sinon, les premiers que j'ai vraiment connus, c'était Moustache. Arthur Georges. Dupont et Dupont. Et Denis Troche. Ouais, voilà, c'était quand même un entraîneur champion d'Europe. Qui arrivait à Paris, c'est lui qui a monté un peu l'équipe. Il a peut-être été dégagé un peu tôt, mais en tout cas, il a fait du super travail. Après, on peut pas enlever Luis Fernandez, même si comme entraîneur, c'est un peu il est quand même le seul entraîneur champion d'Europe. Donc ça, avec le PSG, le seul entraîneur français qui a gagné un titre dans un club français, tu peux pas l'enlever. Après, tu peux toujours faire des débats sur. Alors les gens font des débats sur Ronaldinho, est-ce qu'il fallait le faire rentrer ou pas. Après, je pense qu'il il avait ses raisons pour pas le faire jouer, hein, parce que Ronaldinho était quand même assez difficilement gérable. Mais c'était plutôt, il était un peu trop proche des joueurs, quoi. Il était pas. Notamment 96, c'était une ambiance particulière. Avant la finale, ils ont appelé Yannick Noah. Donc bon, mais sinon, pour te citer vraiment un entraîneur, moi je pense que Luis Enrique, c'est lui que j'ai envie de te citer parce que ce qu'il fait au club depuis 2 ans, je trouve ça assez remarquable et je n'ai pas l'impression qu'on ait déjà vu un peu ce niveau de. Enfin, ce niveau de projet, d'engagement et tout, et je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. Déjà 2 demi-finales de Ligue des Champions de suite, pour un seul entraîneur à Paris, c'est quand même du jamais vu. Donc l'histoire continue. Ouais. Bon, après on verra. Hein. On verra. Si tu devais me citer un joueur. C'est compliqué. Je sais. Un joueur. Celui qui m'a fait rêver quand j'étais petit, c'était Rai, hein, évidemment. Après, des joueurs, il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Il y a bien sûr le grand Bernard Mendy, évidemment. Le O3 avec son fameux 3e poteau, qui était assez mythique chez nous, chez les Crics. Il avait son propre chant, etc. Vas-y. Oula, faut que je m'en rappelle. Non, je sais plus. C'est pas grave. Si ça me revient, je te le chanterai tout à l'heure. Non, après, pour parler plus sérieusement, t'as eu Paoletta, qui était quand même un grand buteur, et puis lui, pareil, il est resté alors que bon, il aurait pu aller au Real Madrid. Il jouait dans un club avec que des chèvres, quoi. Enfin, c'était difficile, hein. Il y a eu, j'aimais beaucoup Guérin, Alain Roche. Bon, je sais que tu es particulièrement fan de Alain Roche, qui était d'ailleurs dans le parquage. Hein, je l'ai croisé à Birmingham. Tout à fait. Et sinon, comme joueur, j'ai envie un peu plus moderne. J'ai envie de te citer Di Maria. J'aime beaucoup ce joueur. On l'oublie un peu souvent,
J'ai l'impression que il a pas l'aura de certains, mais pour moi déjà il a un niveau assez extraordinaire. Il a quelques trucs mythiques du genre quand il boit sa bière à Manchester, avant de tirer son corner, les corners rentrants. Il nous a sauvés quelques fois contre Naples par exemple. Et puis il disait rien quand il allait sur le banc, quoi. Donc ça c'était appréciable. Et puis la fameuse image après Dortmund. Après Dortmund, et puis même quand il est parti. J'étais déçu, je suis rentré chez moi pour avoir le métro et tout. Je vois après, il est venu à Auteuil. Ah merde. Non, Di Maria, j'ai bien marqué. Ouais, il m'a marqué lui. Si tu devais me citer un match. Encore une question facile. Bien sûr. Un match positif ou négatif? C'est toi qui choisis. Bon, on va pas faire le négatif du coup. On va essayer d'éviter. Un match niveau football ou niveau scénario, niveau n'importe quoi? C'est toi qui mets ton critère en avant. Alors, des matchs, il y a le critère, les matchs habituels. Hein. Il y a le PSG Real, il y a le PSG, la finale 96, évidemment. Bon, tous ces matchs-là, j'étais pas là. Donc, c'est un bon souvenir, mais on n'a pas l'impression de participer non plus. Après, voilà, il y a même PSG Milan ou des choses comme ça. Mais sinon, comme match, le meilleur match qui m'a le plus marqué, il y en a quelques-uns, mais je dirais même, il est assez récent, c'est à Liverpool, parce que cette qualification à Anfield, c'était quand même pas rien. L'ambiance, le scénario du match, on les a baladés à l'aller au retour, voilà. Il y a eu aussi, pareil, c'est très récent, mais le match contre City au parc, où on perd 2-0 et puis on fait une remontée absolument incroyable. Après d'autres grands matchs comme ça, il y a la finale 2006 aussi. Contre Marseille en Coupe de France. Marseille, ouais, voilà. Ça c'était assez particulier, c'était très sympa aussi. Alors justement, tu as dit un mot important. Marseille Non, je vais dire important. Ah, pardon. Même si Marseille est important dans l'histoire du PSG, mais pour d'autres raisons. Tu as dit participer. Donc effectivement, pour toi, supporter une équipe, c'est participer. Si t'es devant ta télé, c'est pas pareil. Ah mais non, mais tu peux pas, ça sert à rien de... Enfin, j'ai jamais trop compris les gens qui chantaient ou qui gueulaient sur les joueurs devant leur télé. Ça doit être un réflexe un peu... un réflexe qui vient de loin, mais quand tu es au stade, voilà, si tu cries, il peut t'entendre le joueur. Enfin voilà, si on est 45 000 à crier, soit à encourager ou alors à siffler, il l'entend. Et participer, voilà, c'est être au milieu du stade. Voilà, j'ai été un petit peu, on va pas dire que j'ai souffert, mais j'ai toujours eu du mal. Enfin, depuis dans les années 90 avec la Coupe du Monde, tous les grands matchs qu'on a fait, même le PSG c'était à Oua où j'étais pas là, c'est toujours très frustrant de pas être là. Et c'est sûr que quand tu es au stade, tu vis l'expérience d'une manière complètement différente. Alors justement, être là, est-ce que tu peux me citer ton top 3 de déplacement? Mon top 3 de déplacement. Alors voilà, pas forcément que pour le résultat ou l'ambiance, mais pour l'ensemble. Alors je te prends un peu à froid, hein. Ouais. Je ne vais pas demander de préparer ton top 3, mais allez, deux ou trois comme ça. 3, 4, 5. T'en as déjà cité beaucoup depuis le début du podcast, mais des déplacements qui t'ont marqué particulièrement. Déplacements qui m'ont marqué particulièrement. Bon, ça va être même le top 1, mais alors là, il manque le foot. Hein. Je crois qu'on l'a tous, ceux qui sont allés ont tous le même, c'est Derry. Parce que Derry, c'était quand même assez extraordinaire. Hein. Je crois que Giscard en a déjà parlé, mais quand tu vois, déjà, tu es dans des lieux assez émouvants. Quand tu vas sur l'endroit où il y a la stèle pour le Bloody Sunday, toutes les fresques, l'ambiance, et puis on était allé dans le centre-ville et tout, dans la grande rue principale là de Derry. Et puis on était arrivé, on avait sympathisé avec les gars là-bas. On était arrivé, on avait lancé, je connaissais quelques chants un peu, on va dire pro-irlandais. et donc on était arrivé en chantant et les gars ils m'ont regardé, ils nous ont regardé, ils se sont fait mais qu'est-ce que c'est que ces Français qui chantent des... Et donc ils nous ont trouvé sympathiques.
Et on a chanté beaucoup avec eux, on a bu des coups, et puis comme il disait, à chaque fois qu'on passait quelque part, enfin j'ai jamais payé une bière à Derry, je me suis déjà retrouvé à ce que quelqu'un me paye 3 bières d'un coup. Je fais ok, mais l'une après l'autre s'il vous plaît. Voilà, là c'est pas possible. Et puis même à chaque fois quand on a décidé d'aller au stade, on va au stade et en fait les gens sortaient de leur maison, ils sortaient de carrément des bars, etc. Et ils nous applaudissaient. Ils nous applaudissaient sur le passage, quoi. Et t'avais un gars qui avait fait un maillot mi-Derry, mi-PSG. Et donc on leur a rendu aussi au match retour où c'était assez marrant, sous la Tour Eiffel. Ils avaient passé l'après-midi là sur le Champ de Mars, et je me rappelle, on était allé là-bas et c'est pareil. Tu vois débarquer, je sais plus combien de milliers de gars, et ils arrivent avec des chariots remplis de bière. Et je sais pas si t'étais là à ce moment-là. Tout à fait. Mais c'était assez extraordinaire, quoi. Au bout d'un moment et tout, quand même, il y a quelqu'un dans l'intelligence et puis l'ébriété générale qui dit tiens, faudrait peut-être aller au stade. Et on y allait tous en cortège en métro ensemble. Et mais il y a les gars de Derry qui ont fait attendez. Et ils ont commencé à ramasser toutes les bières et nettoyer le Champ de Mars. Tu vois, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc Derry top 1 finalement. Ouais, top 1. Après, au niveau de la destination, j'avais bien aimé le Maccabi Haïfa, parce que bon, quand même, au niveau histoire, bon, en plus, je suis bien tombé parce que là, en ce moment, c'est pas très. Ça serait plus difficile d'y aller aujourd'hui. Ça serait plus difficile. Alors à Haïfa, en plus, il n'y a pas de vol direct Paris-Haïfa, je crois. Je sais pas, j'étais passé par Tel Aviv, je me rappelle pas exactement, mais j'étais allé visiter Jérusalem, etc. Et j'avais discuté avec un gars supporter du PSG aussi là-bas, qui était le président du PSG Club Israël, il me semble. Et c'était assez marrant. Il m'avait raconté parce qu'ils venaient tous de Tel Aviv. Parce que j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un après le match qui peut me ramener dans mon hôtel à Haïfa? Et le gars il me fait mais je connais personne qui habite à Haïfa. Et on était 3 ou 4 000, enfin 3 000 dans le parkage. Et finalement, il a trouvé un cousin qui a réussi à me guider en bus et tout. Mais lui, il connaissait un gars, c'était rigolo, quoi. Il connaissait un gars à la SNCF locale, hein, je sais pas comment il s'appelle, qui avait détourné, normalement, il n'y avait plus de train et tout, mais il avait affrété un train pour venir de Tel Aviv jusqu'à Haïfa avec que les supporters du PSG dedans, quoi. C'était assez marrant. Il y avait une chaude ambiance. Ouais. Ah oui, bah alors tu parles de show d'ambiance, il y en a d'autres, hein, mais oui, c'est vrai qu'il y avait une belle ambiance. Sinon, il y avait, par exemple, l'Étoile Rouge de Belgrade aussi. Tu avais une ambiance qui était assez, tu t'entendais pas chanter, quoi. C'était assez incroyable, quoi. Vraiment, t'as tout le stade, t'as l'impression qu'il y a que des ultras dans tout le stade. Avec un stade à ciel ouvert. Ouais. Donc le bruit qui normalement s'évapore. Et je crois qu'il est un peu couvert quand même, hein, mais au niveau de la présidentielle, niveau de la présidentielle, mais pas vraiment au niveau de l'ensemble du stade. Et effectivement, tout le stade est debout. Ouais, il tremble à chaque action, c'est assez incroyable. Après, il y avait le déplacement à Moscou aussi qui était assez marrant. Quand on était en Ligue des Champions, on avait fait. Alors je crois que ils jouaient même pas dans leur stade, mais enfin c'était assez comique ce déplacement aussi. Quand on était, c'est un peu comme en Hongrie, t'as des hooligans russes. Puis bon, les hooligans russes ils rigolent pas vraiment. Ils sont venus dans notre tribune, on était 50 Parisiens. Ils ont fait à la sortie, vous êtes morts. Calmement, il s'assoit comme ça. Le gars, c'était une armoire et il faisait 2 têtes de plus que tout le monde. La ville de Marseille s'en souvient. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on fait bon. Comment on rentre chez nous là? C'est compliqué. Comment on va à l'hôtel? Et en fait, les gars, on était avec les gars des forces spéciales là, de l'Aumône, qui sont les gars qui ont passé le théâtre à l'époque au Gaz Moutarde là. Enfin, des gars un peu sympathiques. Mais bon, là, il fallait être copain avec eux. Et ils nous ont dit bon bah. Là, pour rentrer, vous pouvez pas prendre le métro, parce que si vous prenez le métro, vous êtes mort. Je fais, bon, ok, on va éviter. Et du coup, on faisait du stop. Parce qu'en Russie, tu peux faire du stop, tu donnes un petit bakshish, et puis tu rentres, les gens, ils te prennent en stop. Et donc, on faisait du stop comme ça, avec les Tigris, les boys et tout. On attendait, et on rentrait à 2, 3, 4 par voiture et tout. Et puis, au bout d'un moment, les gars de l'Aumône, ils en ont eu marre.
Ils ont fait c'est bon, moi j'en ai marre, on va pas attendre. Il reste encore, je sais pas, il restait encore 6 ou 7 gars. Il fait vous montez avec nous dans la fourgonnette. Je fais Et tu vois, les gars, ils avaient tous vraiment des têtes un peu clichés, quoi. Ils avaient tous des dents en moins. Vraiment, t'avais l'impression qu'ils revenaient de Tchétchénie, quoi. Ils nous ont emmenés à l'hôtel, tout en nous proposant des soirées vodka pute. On a fait non, finalement, on va aller à l'hôtel. Et les gars, c'était assez marrant. Les matraques, on était assis entre les gars et tout, vraiment perdus entre les épaules, là. Et puis, j'ai des potes des Tigris qui sont... j'ai un pote aussi, il est rentré, lui, en taxi... Stop. Taxi stop, ouais. Et puis en fait, t'as un gars, le gars qui conduisait, il s'est fait arrêter par la police. Et le gars lui demande ses papiers. Très bien, il me donne les papiers. Ouais, machin. Et il lui demande est-ce qu'il a une arme. Et le gars sort une arme de dessous son siège. Ah, très bien, vous avez le permis? Oui, très bien. Bon, merci. Hop. Donc il remet son arme sous son siège et il reprend la route. Mon pote qui était à côté était un petit peu bon. Ça peut être dangereux finalement d'être supporter du PSG. En plus, mais ouais, voilà. Enfin, c'était. Je me rappelle d'ailleurs à ce match-là, les joueurs étaient même pas venus nous saluer, quoi. Ah ouais, sympa. Ouais, même ça, pas, c'est quelque chose qui t'a toujours interpellé, ça, le fait que les joueurs viennent ou pas à la fin d'un déplacement saluer le parquage. Alors aujourd'hui, ils le font un peu systématiquement, j'allais dire. À l'époque, c'était pas forcément le cas. Ouais, j'ai envie de dire, surtout quand t'es loin, quoi. Bon, quand t'es à Auxerre, ça va, c'est pas très grave. Mais les gens qui s'emmerdent à aller à l'autre bout de l'Europe, un petit coucou, c'est sympa, quoi. C'est sympa. Et envoyer les maillots éventuellement de temps en temps. Bon, ouais, j'en ai eu un une fois. Vraiment, en plus, j'ai... Quel joueur? Aloisio. C'était à Vienne. Ouais. Et à la Vienne, ils sont venus tous donner leur maillot. Bon, il y a un gars qui est parti voir Ronaldinho direct, donc voilà. Et moi, je voulais le maillot d'Alex. Ouais. Évidemment. L'autre brésilien. Parce que je m'appelle Alex. Oui. et du coup, c'est un Lutèce qui l'a eu. Et moi, j'ai fait Vous n'avez pas échangé alors, Aloisio, Alex? J'ai voulu, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Oh, pourtant, c'était bien. Non. Alors là, tu m'as cité que des déplacements en Europe. S'il y avait une ambiance en France qui t'a le plus marqué, alors attention, tu vas te faire beaucoup d'ennemis, mais... Oh, Marseille, j'adore. Non, la meilleure ambiance... alors, il y a... Au niveau de l'ambiance, Lens, c'est souvent une bonne ambiance. Saint-Étienne aussi, c'est souvent quand il y a des virages assez impressionnants, quand ils sont pas en grève ou quoi. Ou à huis clos. Saint-Étienne, c'est toujours très impressionnant. Et puis, moi, la première fois que je suis allé à Marseille, j'étais impressionné. Je rentre dans le stade. Alors déjà, on se prenait des pluies de projectiles. C'était le match qui était une boucherie avec une cinquantaine ou une soixantaine de blessés. En 2001 Ouais. Je crois. J'ai gardé des morceaux de faïence d'ailleurs qui nous balançaient comme preuve. J'étais encore à la cave, des plombs de pêche, des machins et tout. C'était des une pièces catastrophe. limées. Ouais, il y avait un Lutèce qui s'était fait transpercer la joue, là, je sais pas si tu te rappelles. Il y en a pas mal qu'on finit à l'hôpital. Hein. D'après mon décompte, je crois on était 700 dans le parquage et je crois qu'il y avait eu 70 blessés. Ouais, quelque chose comme ça. Hein. Avec les projectiles et avec les CRS aussi, parce qu'il y avait quelques charges. Ouais, avec le gars qui sort son maillot de l'OM en dessous de son truc de CRS, tu te dis, mais... Quoi? Donc le CRS qui est dans le parquage du Paris Saint-Germain au Vélodrome et qui montre qu'il a le maillot de Marseille en dessous. Ouais, c'est ça, en tapant. Et puis ils avaient balancé des lacrymos derrière pour pas qu'on puisse aller en retrait. Ils essayaient de... Donc il y a les Tigris qui étaient en bas ou les Boys, je sais plus, qui essayaient de protéger leur bâche. Et donc c'était une boucherie ce match-là. Mais donc je trouvais que le haut armes qu'ils faisaient avant le match était assez impressionnant. Je me suis dit ça va péter dans le match. Puis en fait dès que le coup d'envoi part, t'as des petits groupes qui chantent à droite à gauche et pas vraiment impressionnés. Après ça dépend du score. Ouais, non, ils ont gagné. Ils avaient gagné d'ailleurs celui-là, oui, tout à fait. Et il n'y avait pas une ambiance foufou. Après, j'ai pas vu beaucoup de victoires de l'OM à Marseille non plus. Victoire de l'OM à Marseille, ouais. Non, j'ai vu plus. De victoires parisiennes. Avec des 3-0, des buts de Ronaldinho, Jérôme Leroy, Guillaume Waro. Si tu avais un mot de la fin à adresser à qui tu veux, ce serait quoi? Écoute, déjà de te remercier de m'avoir invité, c'est vraiment super sympa. Te remercier aussi pour ton podcast parce que c'est vraiment très sympa d'écouter ça. Tu vois qu'en fait finalement t'es pas tout seul, parce que les gens normaux
te prennent quand même souvent pour quelqu'un d'un peu dingue. Et tu vois qu'il y a d'autres dingues qui existent, qui sont un petit peu comme toi, donc c'est assez sympa à écouter, quoi. Là, par exemple, en ce moment, il y a d'autres dingues qui sont comme nous en train de rafraîchir la page de la billetterie pour Arsenal toutes les 30 secondes. Ouais, c'est la Team F5, quoi. C'est ça. Et donc, pour le suspense, non, la billetterie n'a toujours pas ouvert pendant ce podcast. Non. Et il y a des listes d'attente qui apparaissent qui nous donnent des petits coups de stress, mais il n'y a toujours pas la billetterie. Ouais. Bon, si on va en finale, qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être la finale à Munich, on croise les doigts. En tout cas, merci beaucoup Alexandre dit D'Artagnan. Merci beaucoup à toi Benjamin. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.